Welcome back to day 2. I'll remind you, just in case you weren't here yesterday or don't remember, that there are refreshments outside. We'll have a break between the panels today when you can refresh yourself. There are biographies and resumes of the presentations in the program, so I'm not going to repeat them at all to introduce my two friends and colleagues. Just to say, Roni Brauman, longtime humanitarian activist, author, critic, researcher, president of Doctors Without Borders for many years, and still involved in the, let's say, internal MSF think tank, Center for Reflection on Humanitarian Action, called CRASH, an author of a number of really great books about humanitarianism and politics and media today. David Campbell taught for many years at Newcastle and Durham, took a leap recently into the post-academic condition, and is the, I guess, author, director, maintainer of, for me, one of the great online resources about photojournalism, professional and non-professional, at his blog, which is davidcampbell.org, and I would encourage you to follow what he writes there as well. So, Roni, I think you're first today. Is that C'est right? moi qui commence. Okay. Je voudrais mettre en question un certain nombre des hypothèses de base qui sous-tendent les réflexions et les propositions de cette conférence, car elles me paraissent discutables. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de les bousculer, mais parce qu'il me semble que leur mise en question elle-même peut provoquer, comme ça a été dit, disons, des frictions productives. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais pour cela prendre la question par deux angles différents, mais liés évidemment par la problématique des droits de l'homme. Le premier niveau sera le plus bref, c'est celui de l'universalité des droits, et le deuxième sera sur la force d'évocation des images. Et c'est surtout ce point-là qui, dans mon esprit, représente le cœur de mon intervention. Pour ce qui est de la première partie, l'universalité des droits, il me semble que nous avons tous, dans notre vie publique, mais dans notre vie affective en général, fait l'expérience d'une sorte de proximité immédiate avec les combats généraux contre les dictatures dans le monde. Nous avons tous, sans doute, plus ou moins défilé par la pensée avec des manifestants à Téhéran, à Rangoon, à Pékin, au Caire, en Syrie. Et nous ressentons évidemment une sorte de lien, de proximité immédiate avec ces marcheurs, avec ces protestataires, car c'est sans doute un sentiment universellement partagé que de considérer que la monopolisation du pouvoir, l'utilisation personnelle de ses ressources et la transmission de celles-ci à ses héritiers ou à ses descendants ou à des gens choisis selon des critères tout à fait personnels, voilà quelque chose qui heurte la conscience de tous d'une manière à peu près semblable. Et donc, il s'agit là d'un ressort de mobilisation qui semble universalisé, disons, sinon en soi universel. Et j'ai d'ailleurs parlé de sentiment, et ça n'était pas simplement une commodité de langage. Il me semble que c'est sur ce registre-là aussi que doit se situer une certaine compréhension, quelque chose d'immédiat, de non réfléchi, de presque réflexe,
qui nous portent à nous identifier à des gens qui luttent contre la torture, la corruption et plus généralement les formes de tyrannie politique. Cela étant, cette universalité du refus se traduit-elle par une universalité des projets? Voilà où intervient une certaine différence, où commencent les problèmes. Car le fait de s'identifier à ces groupes, à ces masses de protestataires dans leur refus, n'implique pas que nous nous reconnaissions tous les uns et les autres, quelle que soit notre place dans le monde, dans leurs projets. La situation, par exemple, de leur pays avec leurs voisins, les rapports de classe, les rapports de genre, et toutes sortes de représentations politiques et de cadres politiques extrêmement importants, ne sont pas nécessairement partagés. Et on voit bien qu'un certain nombre des révolutions déçoivent des révolutionnaires et des supporters de ces révolutions exactement pour ces raisons-là. Je dirais, disons, en me référant à Michael Walzer, que toute société humaine est universelle dans la mesure où elle est humaine, et particulière dans la mesure où elle est une société. Et que c'est dans cette dualité que nous devons penser l'universalisation possible des droits de l'homme, mais qu'en ignorant l'une ou l'autre de ces réalités, nous nous condamnons soit à des formes de particularisme qui font l'affaire de toutes les dictatures, soit à des formes d'universalisme abstrait qui ne font que susciter l'hostilité de ceux à qui il est censé s'adresser. Et donc l'exercice serait manqué. Par ailleurs, et je vais terminer sur cette première partie avec ces propos, par ailleurs, on assiste depuis une trentaine d'années, mais surtout depuis la fin de la guerre froide, à une multiplication de couches différentes de droits de l'homme. Nous étions habitués à une confrontation idéologique entre droits civils et politiques, qui sont les droits libéraux, les droits dits de première génération, et puis les droits économiques et sociaux, dits droits socialistes, ou bien droits par l'État, qui sont donc plutôt les droits dits réels dont parlait déjà Karl Marx. Cette opposition que Raymond Aron a, à mon avis, superbement théorisée, est aujourd'hui probablement dépassée, mais elle a été à la base d'une conception stratifiée, ou plutôt cumulative, des droits de l'homme. Droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, droit au développement, droit de genre, droit des enfants, droit des femmes, droit des enfants, enfin, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, pardon. Enfin, on a une série de droits à la santé, etc. On a une série de particularismes de droits qui sont considérés, à mon sens, trop facilement par les organisations de défense des droits de l'homme comme la manifestation d'un progrès irrésistible et continu, comme l'extension du domaine des droits, alors que leur multiplication, me semble-t-il, les affaiblit et produit des frictions, des tensions qui sont à la limite de l'insoluble. Mais, et c'est là le plus important, il me semble que cette multiplication de droits nous aveugle aux questions politiques d'ensemble. Par exemple, si nous considérions aujourd'hui la guerre d'Espagne sous l'angle des violations des droits de l'homme, le camp républicain et le camp franquiste seraient à peu près à égalité. Croyez-moi, je ne veux pas du tout ici suggérer
que je ne choisirai pas, aujourd'hui ou hier, entre le camp fasciste et le camp républicain en Espagne. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'on juge les deux camps à travers la grille des exactions, des violations des droits de l'homme, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de les renvoyer dos à dos. Ce qui, à mon avis, manifeste la faiblesse politique, voire le mouvement antipolitique que portent les droits de l'homme, que ce soit comme instrument de comparaison ou que ce soit comme instrument de lecture du monde en général. Voilà pour cette première partie que j'avais annoncée comme plus brève. La deuxième partie, celle qui concerne le statut et les pouvoirs d'évocation de l'image, porte alors beaucoup plus sur mon expérience de membre d'organisations humanitaires, de médecin de terrain, puis de responsable de Médecins sans frontières. Et c'est deux situations différentes, mais très convergentes, que je voudrais évoquer maintenant. Il s'agit d'une catastrophe naturelle qui s'est passée en Birmanie en 2008 et d'une guerre qui s'est passée en Libye en 2011. La catastrophe naturelle en Birmanie, c'est le cyclone Nargis qui a, en mai 2008, frappé le sud du pays en provoquant une énorme vague qui est venue détruire ce que les pluies et les vents avaient encore laissé debout, une vague dans le delta de l'Irrawaddy, ce grand fleuve qui baigne le sud de la Birmanie, et qui a provoqué des dizaines de milliers de morts. Le bilan officiel est d'environ 135 000, et il est établi à l'unité près, ce qui est déjà une fantaisie, car les données démographiques n'existent pas ou sont très imprécises. Mais c'est surtout ce qui m'a frappé dans cette situation, c'est la représentation publique, imagée de cet événement. On sait que la Birmanie est dirigée par une junte qu'on peut appeler, je crois que le terme de science politique qui conviendrait le mieux, c'est une kleptocratie criminelle. Cette junte n'a pratiquement aucun appui dans le monde. Elle ne bénéficie d'aucune sorte de sympathie, contrairement à d'autres kleptocraties criminelles comme celle de Damas ou les précédentes du Caire ou d'Irak ou d'autres. À part les dirigeants chinois, qui eux-mêmes sont embarrassés à un certain moment par leurs petits alliés du Sud, personne n'éprouve la moindre sympathie pour ces militaires fermés sur eux-mêmes, dont on connaît le bilan en matière de droits de l'homme, justement. Mais ce rappel n'est pas simplement pour montrer que je n'ai aucune sympathie pour cette junte, il est destiné à planter le décor mental, le décor affectif dans lequel prend place cet événement terrible qu'est ce cyclone. La première vague, si j'ose dire, du cyclone, les pluies, les vents et l'espèce de raz-de-marée qui suit, produit donc cette terrible mortalité. Ce que connaissent les spécialistes des catastrophes, en particulier des catastrophes naturelles, c'est le fait qu'il n'y a jamais de deuxième vague de mortalité après une catastrophe. La catastrophe frappe, et puis ceux qui survivent, et il n'y a pas de deuxième moment de mise en danger, contrairement à ce que l'on croit souvent. Donc il s'agit ensuite d'aider les gens à reconstruire, à refaire, disons, à compenser les pertes qu'ils ne peuvent pas compenser par un système d'assurance qui fonctionnerait dans un pays, disons, économiquement plus solide. D'où l'importance de l'aide à la reconstruction.
Et l'on voyait, après le cyclone, la junte birmane enfermée dans sa nouvelle capitale de Naypyidaw, un peu au nord, qui elle-même n'avait pas été frappée par le cyclone, et qui était totalement indifférente, qui ne réagissait pas, voire même qui n'ouvrait que de façon très très limitative les frontières à l'aide internationale, essayant de privilégier les pays avec lesquels elle entretient de bonnes relations, comme la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, bref, des pays de la région plutôt que le reste du monde. Et c'est là qu'on a vu une série de reportages, d'images, vidéos, provenant du pays, et qui montraient en substance des scènes de distribution de nourriture, de sacs de biens divers, d'eau potable, distribution qui était organisée par des militaires, par des moines, par de riches négociants, par des diverses personnes. Et l'origine de ces vidéos était tantôt la télévision d'État, donc à l'évidence la propagande du régime pour montrer éventuellement la sollicitude et la compassion de l'armée. Et il est arrivé d'ailleurs que des biens qui étaient distribués par les uns soient récupérés par l'armée, ou bref, qu'il y ait de véritables mensonges vidéo dans ces situations. Mais la dominante de toutes ces vidéos, qui étaient aussi parfois de sources privées, donc il y avait du journalisme d'État, il y avait du journalisme professionnel international ou local mais privé, et il y avait des vidéos, comme on en a tous avec nos téléphones, qui étaient postées sur YouTube et qui arrivaient dans les bulletins d'information. Ce qui me frappe, pour l'instant rien de très ordinaire, ce qui était frappant, c'est que les commentaires que les chaînes de télévision continues plaquaient sur ces images racontaient l'inverse de ce que les images disaient. Les images nous disaient il y a des secours qui sont distribués, et parfois sur quelques plans on aperçoit au loin un cadavre de vache ou un cadavre humain, beaucoup plus rarement. Les humains enterrent leurs morts, donc on ne voit pas généralement, plusieurs jours après une catastrophe, des cadavres traînés partout. Donc l'aide était partout sur les images et les cadavres étaient nulle part. Dans les commentaires, c'était exactement le contraire. L'aide n'était nulle part et les cadavres étaient partout. On entendait des commentaires dire la mort est omniprésente et les gens continuent de mourir faute de recevoir une assistance appropriée. Eh bien, la résultante de ça n'était pas une sorte de synthèse harmonieuse entre bon, l'aide n'arrive pas assez, il y a des gens qui souffrent, mais il y en a un petit peu, etc. Non, il n'y avait pas une sorte de compromis. Non. Ce qui l'emportait, c'était non pas l'image, mais le son. Ce n'était pas ce que l'on voyait, mais ce qu'on entendait. Et il me semble que c'est une... et j'ai fait l'expérience à l'époque, en étant interviewé par différents médias, notamment francophones et français, de passer pour une sorte de supporter de la junte birmane, en expliquant qu'il n'y avait pas de mortalité. D'ailleurs, les images montraient qu'il n'y avait pas de surmortalité, que l'aide arrivait de manière insuffisante, mais qu'elle arrivait tout de même, et que exercer une pression militaire, comme c'était le cas à ce moment-là, ne servait à rien, qu'il n'y avait pas de risque d'épidémie, de famine, comme on le disait, et que la pression militaire qui commençait à être exercée ne pouvait que rendre plus difficile l'acheminement des secours en entraînant une crispation des militaires au pouvoir. Car les usual suspects de l'intervention internationale, à savoir les Britanniques, les Français et les Américains, avaient regroupé des forces militaires navales
le long des côtes birmanes, avec, paraît-il, de la nourriture, des médicaments, des biens de première nécessité, pour faire profiter de leur libéralité la population sinistrée birmane. Il y avait donc une démonstration de force symbolique qui voulait d'un côté mettre en scène la puissance bienveillante de l'Occident et de l'autre côté le pouvoir malveillant de cette junte criminelle. Après tout, pourquoi pas? Mais ce qui était frappant, c'est que la situation sur laquelle cette confrontation se nouait était totalement fabriquée et que le discours qui l'emportait contredisait les images qui nous arrivaient. Voilà pour la première partie de cette question sur l'image qui a été pour moi assez troublante. Enfin, jamais je n'avais été confronté à une situation aussi caricaturale de contradiction entre le son et l'image et de victoire absolue du son sur l'image. C'est-à-dire finalement de la croyance préexistante sur la réalité que l'image est censée nous apporter. C'est évidemment ça, c'est, disons, on pourrait appeler ça la force du préjugé, pour le résumer de façon un peu consistante. Le deuxième exemple que j'ai en tête est pour moi plus fort encore. Sur mon papier de préparation de cette conférence, j'avais noté plus étourdissant encore, car j'avoue que je suis 2 ans après, encore sous le choc de cette histoire. Il s'agit de la Libye. 2 dates pour simplement remettre en situation. Les premières manifestations visibles en Libye se déroulent à Benghazi le 16 février 2011. Et le 21 février, nous apprenons que Kadhafi a fait envoyer son aviation pour attaquer des manifestants qui défilaient à Tripoli en solidarité avec ceux de Benghazi qui avaient manifesté et qui avaient été confrontés déjà à une certaine violence. Je dis à une certaine violence, et ça n'est pas une façon pour moi de euphémiser la situation. Une certaine violence, ça voulait dire quelques morts, certes qui sont des morts en trop, c'est pas du tout une façon de les justifier, mais qui ne sont pas quelques milliers de morts, comme on l'a dit également. Donc 21 février, Kadhafi fait envoyer son aviation. Et l'année dernière est sorti un livre dont l'auteur est bien connu, c'est Bernard-Henri Lévy, qui donc raconte sa propre guerre de Libye. Je n'entrerai pas dans le contenu du livre, mais je m'intéresserai simplement à la première page, aux affirmations inaugurales, car elles me semblent extrêmement intéressantes et très révélatrices. Bernard-Henri Lévy dit qu'il était à l'aéroport du Caire, où il était venu apporter son soutien à la révolution égyptienne, et qui en avait sans doute cruellement besoin. Et donc il partait du Caire quand il voit sur les écrans de télévision de l'aéroport l'aviation mitrailler les manifestants de Tripoli, et il décrit d'ailleurs les gens qui courent, qui cherchent à échapper à la mitraille, courant pour leur vie. Et donc, pour lui, c'est la scène inaugurale de la révolution libyenne et surtout de cette mobilisation démocratique inédite qui a été à la suite de ces images. Et il dit, et là je suis absolument d'accord avec lui, que toute histoire, enfin l'essentiel d'une histoire réside dans ses commencements.
Et là-dessus, je ne peux que le suivre. On peut dire que 50% du reste de l'histoire réside dans l'origine, dans le début même de l'histoire. Point, en effet, très important. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que ce que Bernard-Henri Lévy a vu au Caire et qu'il a exprimé dans tous les médias imaginables, en tout cas en France et sans doute aussi aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en était en Angleterre, mais c'était très, comment dire, enfin, il était extrêmement présent sur le plan médiatique. Ce qu'il nous dit, c'est que ce que tout le monde a vu, c'est l'aviation en train d'attaquer. Et d'ailleurs, les 3 chefs d'État que j'évoquais au sujet de la Birmanie, nos usual suspects, Washington, Paris et Londres, ont immédiatement, dès le 22 février, annoncé, enfin déclaré publiquement qu'un chef d'État qui envoie l'aviation attaquer son propre peuple n'est pas digne de gouverner, il a perdu toute légitimité et il doit partir. Et le mot d'ordre, 6 jours ou 7 jours après les premières manifestations de Benghazi, était « Kadhafi doit partir ». Je précise que je ne pense pas plus de bien de Kadhafi que de la junte birmane, pour que les choses soient claires. Mais je trouve intéressant de souligner qu'il n'y a pas tellement de situations au cours desquelles on a vu 3 chefs d'État, membres permanents du Conseil de sécurité, décider d'une seule voix, quelques jours seulement après le début de manifestations dans leur pays, qu'un chef d'État doit immédiatement quitter le pouvoir. À ma connaissance, c'est tout à fait inédit, de même que le remplacement des représentants de ce pays par l'opposition dans pratiquement toutes les instances internationales. Confère la Syrie, le Rwanda au moment du génocide, qui encore avait des représentants génocidaires à la fin du génocide aux Nations Unies. Donc là, on a quelque chose de tout à fait nouveau et qui repose sur cette image, enfin sur ces vidéos montrant des attaques au sol par des avions. Alors, j'ai laissé le suspense durer assez longtemps, je dénoue l'intrigue maintenant. Ces images n'existent pas, car ce que tout le monde a vu, en réalité, personne ne l'a vu. Là encore, nous avons entendu que Kadhafi mitraillait son peuple. Nous l'avons entendu de la voix d'un témoin qui était sur place, mais qui téléphonait à la chaîne Al Jazeera. Donc sur place, c'est sur une place délocalisée. À mon avis, ce témoin était dans les studios d'Al Jazeera à Doha et téléphonait dans la pièce d'à côté pour raconter les scènes d'horreur qu'il voyait et qui étaient tellement vraisemblables, qui étaient là pour, en quelque sorte, endosser, voire ratifier l'idée que nous avions du comportement de Kadhafi vis-à-vis des manifestants. Et donc, l'aviation attaquant des civils, c'était tellement vraisemblable que c'est devenu vrai, c'était tellement imagé que c'est devenu une image. Mais là encore, c'est du son et non pas de l'image, c'est de la croyance et non pas de la réalité. Ce qui me frappe dans cette situation, c'est que non seulement la machine à produire des croyances et des représentations collectives a fonctionné à ce moment-là, mais que 2 ans après, elle continue de fonctionner. C'est-à-dire que quand on questionne, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises, des journalistes sur les affirmations qu'ils ont véhiculées à ce moment-là, quand on explique que les faits qui ont justifié la guerre n'existaient que dans l'imagination de ceux qui les racontaient ou dans les scénarios propagandistes de ceux qui voulaient cette guerre, personne ne semble troublé, parce que finalement, renverser Kadhafi devient une bonne chose en elle-même, et même si les discours et les images qui ont conduit à ce renversement sont discutables, le résultat, lui,
est parfaitement acceptable. On est donc dans cette configuration traditionnelle où la fin justifie les moyens et où l'image sert déjà de justification à cette fin, l'image, encore une fois, mentale et non pas physique ou électronique d'une quelconque manière. Pour continuer sur la Libye, j'ai encore combien de temps? D'accord, parfait. Pour continuer sur la Libye, un autre événement s'est produit peu de temps après ce premier épisode, qui a été l'accusation lancée contre des Africains, supposément des mercenaires africains, de se livrer à des viols de masse, sur ordre naturellement du diable vivant qui était Kadhafi. Cette accusation, cette mise en accusation collective, qui résonnait d'ailleurs profondément avec un racisme diffus en Libye, un racisme anti-noir africain, a eu des conséquences terribles. Des gens ont été lynchés, ont été violentés, ont été exclus, déportés, harcelés, parce que la propagande d'ensemble soutenait les préjugés racistes d'un certain nombre de Libyens, en particulier de Libyens de la rébellion, puisque ces mercenaires étaient censés combattre sous l'autorité, enfin en faveur du régime de Kadhafi. Malheureusement, je suis très peu doué pour m'accompagner de photos, donc vous voyez, je parle d'images que je ne vous montre pas, je ne peux simplement que vous engager je fais cette petite parenthèse, vous engager à les googler. Je suis incapable d'accompagner mes propos d'une démonstration imagée. Donc on peut les suivre, mais cette campagne s'appuyait sur une image, d'ailleurs diffusée par Al Jazeera, encore elle, une image qui montrait un sac de médicaments qui avait été saisi ou trouvé à côté d'un char détruit. Donc un officier tankiste avait sans doute ce sac avec lui, quelques médicaments, et en haut de ce tas de médicaments figurait un flacon de Viagra. Et c'est à partir de cette image de flacon de Viagra que s'est répandue l'idée absolument fantaisiste, mais voire même extravagante, de mercenaires dopés au Viagra pour aller violer les femmes libyennes. Si je dis extravagante et fantaisiste, ça n'est pas que des gens, que des viols de femmes soient une situation extravagante. C'est malheureusement une situation trop fréquente et bien réelle. Mais dans la situation libyenne, il s'agissait d'accréditer l'idée d'une campagne de viol, ce qui est l'équivalent contemporain du cannibalisme du XIXe siècle et des missions impériales humanitaires de protection des gens contre leurs propres voisins, qui allaient les bouffer tout crus. Donc l'image de la sauvagerie, de la barbarie, de la pulsion laissée à son libre cours, c'est celle du viol aujourd'hui, comme c'était celle du cannibale d'aujourd'hui. Ce sont des métaphores, naturellement, et pas des réalités, en l'occurrence. Et ce qu'il y a d'extravagant, c'est de penser que des centaines ou des milliers d'hommes jeunes, dans la force de l'âge, dans la situation d'excitation du combat, auraient besoin de Viagra pour violer en masse les femmes. Là, ce serait vraiment la première fois une sorte d'accusation d'impuissance collective, quelque chose vraiment de troublant, de drôle, si ça n'était pas sur un fond aussi tragique. Et là encore, personne n'a semblé troublé, un peu ébranlé par cette image contradictoire, cette espèce de surexposition, cette surdémonstration, ce surjeu de la situation tragique qui, là encore, une fois, oppose la victime innocente et le démon, l'incarnation du mal qui va la dévorer dans l'instant.
Et c'est évidemment ensuite le sauveur, la charge de la cavalerie qui va permettre, in extremis, d'arracher aux griffes de l'ogre les victimes qu'il allait donc détruire. Donc on voit une image virtuelle qui n'existe que dans nos esprits, qui d'ailleurs, ça mériterait d'être vérifié, je n'ai pas réussi à le faire, je dois dire, je n'ai pas beaucoup de moyens de recherche, d'investigation, donc je ne suis pas parvenu à mettre ça en évidence, mais il me semble bien, je livre ça comme une hypothèse et éventuellement un sujet d'investigation pour ceux que ça intéresse, il me semble bien que Al Jazeera a diffusé des images d'attaques de Fallujah, donc attaques par l'aviation américaine de Fallujah. Je rappelle que là, c'était au napalm, sur des populations indissociablement civiles et combattantes, que le napalm et phosphore ont été déversés, et que ces attaques d'avions sur des quartiers civils de Fallujah, sur des quartiers, de Fallujah, ont été, ou auraient été, je parle avec prudence, présentées comme des images volées d'attaques d'avions libyens sur la population de Tripoli. Mais ça, je ne suis pas vraiment parvenu à le savoir. Ça demande des moyens de recherche d'archives dont je ne dispose pas. En tout cas, on a un premier moment qui est celui d'une image d'abord virtuelle qui se transforme en une représentation bien trop réelle. Ensuite, celle d'une photo d'un véritable fiacon de Viagra qui n'est rien d'autre que la métaphore du viol de masse qui va s'abattre sur la population libyenne, enfin sur la population féminine et insurgée libyenne. Dans les deux cas, c'est une sursimplification d'une situation qui est forcément politique, plus complexe, mais qui sert les besoins d'une propagande visant à opposer la vertu au vice, le bien au mal, la lumière aux ténèbres. Et ça ne marche pas, toujours naturellement, mais dans certaines situations qui sont marquées par déjà une réprobation et une antipathie générale. Kadhafi, comme la junte birmane, incarne cette image entièrement négative que rien ne vient sauver et dont les soutiens, qu'ils soient politiques ou provenant de la société civile, sont plus que minces, ils sont pratiquement inexistants. Donc il y a une situation, certes de force brutale, celle d'un dictateur, mais de très grande vulnérabilité du fait de cette très pauvre image. Et ce sont, me semble-t-il, les conditions de base qui ont permis la construction d'un tel mensonge propagandiste, justifiant dans un premier cas une intervention virtuelle militaire, c'était la menace que faisaient peser les bateaux, les bâtiments militaires venant croiser au large de la Birmanie, mais qui était certes virtuelle car personne n'imaginait qu'on allait envahir la Birmanie, mais tout de même, la situation politique qui était créée était celle d'une menace d'invasion. Dans le deuxième cas, ça a été bien de ça qu'il s'est agi, à savoir la montée très rapide d'un registre accusatoire appuyé sur une imagerie victimaire, des femmes violées, des innocents massacrés, la destruction imminente de Benghazi qui allait être écrasée sous les colonnes de chars, les tirs des chars qui arrivaient par centaines pour détruire cette ville et faire couler des rivières de sang, comme l'avait dit le fils Kadhafi, alors même que il n'y avait aucune colonne de chars
qui s'est dirigé vers Benghazi. Voilà, je termine là-dessus pour dire qu'il me semble que le pouvoir d'évocation de l'image, c'est d'abord le pouvoir de l'évocation de l'imaginaire. Et que je citerai là Régis Debray, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'image et de représentation, et qui fait d'une manière très frappante sentir ce que la modernité autoproclamée, la fierté de la modernité a de fragile dans son affirmation. On aime penser qu'avec la modernité, les sujets autonomes qui sont issus de cette période croient ce qu'ils voient et ont d'abord besoin de voir pour croire. C'est la rationalité qui nous constitue en tant qu'individus actifs, autonomes. Par opposition à un régime ancien qui était qu'on croyait d'abord et ensuite on voyait ce que l'on croyait. Eh bien, il me semble que ces deux exemples montrent que la situation est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas qu'elle est toujours inversée, mais il y a bien des situations où l'on voit d'abord ce que l'on croit, alors qu'on croit voir ce que l'on voit. Et c'est là-dessus que je terminerai, en plus en étant très fier d'arriver juste à la fin du temps qui m'est imparti. Merci de votre attention.